Alors, je ne sais pas je sais pas trop ce que vous attendez de moi, mais enfin, j'ai préparé quelque chose en fond que j'ai appelé esquisse d'un parcours, si vous voulez, hein, c'est-à-dire pour peut-être vous montrer comment, le pourquoi un peu de cette exposition, et pourquoi à mon âge je fais des petites gouaches comme ça, de voir que ce parcours de graveur que j'étais au début, finalement s'est orienté après vers la peinture. Hein. Alors dans ma formation, j'ai une formation scientifique. Hein, je suis un scientifique en fait, de formation, je fais des études de biologie, et puis c'est comme si je m'étais fourvoyé dans les sciences d'une certaine façon, parce que ce que j'attendais de la science, c'était pas tellement la spécialisation qui attend tout élève ou tout étudiant en sciences, c'était plutôt une recherche plus ou moins philosophique. C'est-à-dire que j'attendais de la science qu'elle nous renseigne sur notre destin, sur notre liberté, sur des choses comme ça, sur le sens du monde en général. Mais bien sûr, à moins de faire des sciences comme le font certains philosophes, ce que je ne me sentais pas capable, eh bien, c'est une chose qui ne m'a pas finalement réussi, quoi, la science. Mais enfin, je suis quand même allé jusqu'au bout de mes études, et ça m'a permis d'avoir un métier annexe et de faire de l'enseignement, ce qui me permettait aussi de travailler le dessin et de travailler la peinture. Puisque le dessin et la peinture ont toujours été des activités de passion, disons, depuis l'enfance carrément. Voilà. Alors, donc, une recherche du sens, une recherche de ce que j'ai appelé un os à ronger, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à un certain stade de la jeunesse, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ou des choses comme ça. Alors, j'ai décidé, j'ai fait le choix de trouver ce que ce que j'appelle maintenant un os à ronger, c'est-à-dire quelque chose qui m'occupe tout en me nourrissant, si vous voulez, et qui occupe mon existence, qui me donne un sens tout en me nourrissant. Donc j'étais autodidacte en matière artistique, hein, je n'ai pas fait d'études artistiques. Mais j'étais un grand admirateur de la peinture, en général, et surtout de la gravure. J'allais quand l'occasion se présentait, voir des œuvres d'art, c'est-à-dire par exemple ici en Bretagne, quand je venais en Bretagne, j'allais au Guilvinec. Au Guilvinec, il y avait à ce moment-là une municipalité communiste qui faisait venir des tableaux de Picasso, des tableaux de grands maîtres de l'époque, puisque bon, ces peintres-là étaient inscrits au Parti communiste, donc il y avait un échange comme ça de tableaux qui se faisait dans des petites municipalités comme le Guilvinec. Donc j'ai pu, en province aussi, faire mon éducation artistique. Mais c'est plutôt la gravure qui me travaillait, et j'avais une grande admiration pour les graveurs du passé, Rembrandt, Jacques Callot, Goya, Picasso, et surtout Dürer, un graveur au burin, le métier de graveur du burin, si vous voulez, me fascinait. Et c'est comme si le burin était créait sur le papier une sorte d'artifice de la vision. Hein. Il y avait quelque chose d'artificiel, puisque avec le burin, on peut faire que du trait et du point. Et avec du trait et du point, des grands graveurs comme Dürer ou Rembrandt sont capables de créer une présence extraordinaire, hein, qui est une véritable vision, si vous voulez. C'est cette vision-là, très particulière et très intense, qui m'attirait. Donc, naïvement, je me suis donc jeté dans la gravure, hein, disons, en allant au cours du soir de la ville de Paris,
où j'ai rencontré un professeur qui s'appelait Jean Delpech, qui était un pédagogue extraordinaire, et qui disait très peu de choses, mais qui savait exactement ce dont chacun avait besoin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il me disait, il me conseillait, vous devez lire tel livre, vous devez aller voir telle exposition, vous devez apprendre telle technique, etc. Comme s'il avait l'intuition que pour le développement de chacun, il pouvait l'enrichir en lui donnant ce genre de conseils. Jean Delpech. Donc, ce Jean Delpech, il a d'ailleurs formé plusieurs graveurs. Hein, et c'est dans son atelier que j'ai rencontré dans les années 70 beaucoup des graveurs avec lesquels j'ai ensuite exposé, comme Molitz par exemple, Desmazières, Lodéo, Velli, Dado. Et à cette époque-là, dans les années 70, il y avait également des grands illustrateurs comme Druyet ou Giger qui a fait des dessins pour des grands films de science-fiction, et Druyet qui est un grand illustrateur de bande, qui est un auteur de bande dessinée, que vous devez avoir dans l'œil, puisque c'est quelqu'un qui était très connu. Et donc, les graveurs surtout que je rencontrais à l'atelier Delpech, avec le même souci, le même genre de souci que moi, c'est-à-dire admiratif de la gravure ancienne, de la technique, du beau travail, si vous voulez, quelque chose qui était tout à fait en opposition par rapport à l'art qui était considéré à l'époque, c'est-à-dire ce que j'appelle l'art officiel, si vous voulez. À cette époque-là, c'était plutôt les performances, c'était plutôt la peinture monochrome de certains peintres, j'ai oublié le nom, le bleu, qui faisait des choses en bleu avec des personnages qui peignaient et qui le plaquaient ensuite sur les... Yves Klein, voilà. Alors, des gens comme ça, c'était complètement en opposition avec ça, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupait pas d'être dans le coup de l'époque, si vous voulez. Voilà, et à cette époque-là, et à Paris, puisque j'étais dans la région parisienne, à cette époque, dans les années 70, il existait beaucoup de galeries de gravures, de galeries qui achetaient des gravures et qui vendaient des gravures. Et en particulier la galerie Michel Broutat, je vous en cite quelques-unes, elles ont toutes disparu. Hein. La galerie Michel Broutat, la galerie Bernier, la galerie Vijan Alan, la galerie Prouté, Prouté existe toujours, Bonafou Murat. Il y avait à la Bibliothèque nationale un directeur du cabinet des estampes qui s'appelait Maxime Préau, qui était toujours très ouvert aux artistes et qui encourageait l'achat par la Bibliothèque nationale de gravures également. Il y avait la galerie Claude Emery, la galerie Grillon, la galerie Bernier, la galerie Belle et Belle, une petite galerie de rue Mazarine dont j'ai oublié le nom. Il y avait aussi une galerie américaine, Fitch, la Fitch Federal Gallery de New York. Et Andrew Fitch venait régulièrement à Paris acheter des gravures aux graveurs de ce groupe-là. Et puis, il y avait de nombreux collectionneurs de gravures. Il y avait un club de bibliophilie, des clubs de bibliophilie. Il y avait des clubs d'amateurs de gravure, le Trait, Pointé-Burin, les peintres graveurs, l'estampes contemporaines, tout ça. Il y avait des revues, qui existent toujours d'ailleurs pour certaines, les nouvelles de l'estampe, le bois gravé, art et métier du livre. Et puis, comment dire, on a rencontré à cette époque également un homme qui s'appelait Michel Random, qui est tombé amoureux de toutes comment dire, ces images gravées qu'il a appelé un petit peu rapidement l'art visionnaire. L'art visionnaire, bon, c'est un grand mot, mais pour lui, c'était finalement, il baptisait de cette façon-là le groupe de graveurs qui travaillaient surtout en développant une sorte d'imaginaire grâce aux techniques de la gravure. Et ce Michel Random, il est l'auteur de 2 livres qu'il a fait à cette époque.
intitulé L'art visionnaire, justement. 2 livres qui ont été édités dans les années 70, fin 70 ou années 80, début 80, je ne sais plus exactement. Et il faisait voisiner les gravures de ces graveurs avec des œuvres d'art qu'il aimait de toutes les époques. Il fallait être assez gonflé pour le faire, je trouve. De toutes les époques, et des œuvres qui échappent au classement habituel de l'histoire de l'art, si vous voulez. Il trouvait qu'il y avait comme ça des œuvres qui étaient hors du temps et qu'on ne pouvait pas classer, et il avait essayé de réunir de ces œuvres-là dans ses livres sur l'art visionnaire, et les graveurs dont je vous ai cité le nom, il les faisait donc entrer dans l'art visionnaire, dans une sorte d'art intemporel, comme ça. Alors, bien sûr, ce n'était pas très scientifique, hein, ce n'était pas très... c'était plutôt une passion de sa part, c'était plutôt un mouvement d'amour, si vous voulez, pour la gravure. Mais cet homme nous a fait connaître également auprès des galeries, et on lui a été très reconnaissant de tout ça. Il s'en est suivi des expositions. Nous avons exposé en groupe, surtout à la galerie Michel Boutat, et différentes expositions en Italie. Il y en a eu dans plusieurs pays étrangers. Je sais, en Allemagne, je crois, aux Pays-Bas également. Et voilà, tout ça faisait qu'il y avait une vie de la gravure, si vous voulez, à Paris, et en France en général, autour de l'art visionnaire dans les années 70 et 80. Alors j'en faisais partie donc, et puis cette technique de la gravure, si vous voulez, était pour moi une façon d'exprimer quelque chose, une sorte du chaos primordial, si vous voulez, quelque chose qui a un rapport à la fois au désordre et à l'ordre, à la recherche de l'unité, plus exactement. À la recherche de l'unité que je n'avais pas trouvée dans les études scientifiques, justement. Alors, ce n'était pas une préoccupation véritablement artistique, hein, la recherche de l'unité en gravure, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'étais pas très au courant, j'étais assez naïf, pas très au courant tellement de l'histoire de l'art, du développement des différentes périodes artistiques et tout ça. On pouvait peut-être nous classer, d'autres artistes aussi, parmi ces graveurs, on aurait pu nous classer dans l'art brut d'une certaine façon. Mais l'art brut raffiné, puisque c'était un art brut qui exigeait une technique très raffinée. La gravure, c'est quand même relativement quelque chose qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Hein. Voilà, donc je trouvais un moyen, sans doute parce que dans les petits formats, c'est là qu'on a l'impression de tenir le monde dans ses mains, si vous voulez. Donc c'est là que les choses, le foisonnement, si vous voulez, peut donner naissance à quelque chose, davantage qu'en peinture peut-être. La gravure est tout à fait propice à ce genre de travail, de foisonnement, d'accumulation, si vous voulez, qui donne naissance, comme ça, à partir du chaos, à une recherche de l'unité ou une recherche de formes nouvelles, si vous voulez. Voilà, donc vous verrez, soit dans les livres, soit dans les gravures qui sont présentées en taille douce, hein, les gravures sur cuivre, ce rapport au foisonnement qui m'a occupé environ une quinzaine d'années, entre les années 70 et puis les années 85-90. Mais au bout d'un certain temps, la pratique du burin m'a ennuyé, trop répétitive sans doute, et je me suis mis à l'eau forte, je me suis mis à différentes techniques, et le travail, l'esprit du travail s'en est d'une certaine façon ressenti également. Et il y a quelque chose qui a disparu, qui était du domaine de la recherche de l'unité, du domaine des tensions, etc. Et je ne trouvais plus, j'étais un peu perdu, si vous voulez, dans cette pratique de la gravure sur cuivre.
Et je fais une première remise en question en changeant de technique. C'est-à-dire que, à mon avis, chaque technique est propice à un imaginaire particulier. La gravure plutôt propice à un travail donc, de recherche, comment dire, sur la totalité peut-être, enfin chez moi en tout cas, à partir d'un chaos primordial. Et je me suis donc contraint à travailler une autre technique qui était le bois, qui m'a ouvert sur une dimension de simplification des formes. Alors cette vision enfin, nouvelle à partir du bois me conduisait à me pencher sur ce que j'appelle des formes archaïques, c'est une sorte de formes simples qui peuvent être des effigies primitives, si vous voulez, quelque chose comme ça, un rapport à l'effigie primitive, un rapport à la forme archaïque. C'était la préoccupation donc, auquel m'ont conduit la technique du bois. J'ai travaillé à cette époque-là, je travaillais également la peinture, et en peinture, je déviais, enfin j'abordais une sorte de figuration narrative qui me permettait d'avancer avec précaution, si vous voulez, dans l'utilisation de la couleur ou dans le travail des rapports de couleurs surtout. Et je sentais plus ou moins consciemment que la peinture et la gravure se gênaient l'une l'autre. Donc il y avait une espèce de tension entre les deux. Et à un moment donné, il a fallu abandonner la gravure pour pouvoir faire de la peinture. Donc une deuxième remise en question. Cette deuxième remise en question qui m'a conduit à travailler la peinture que j'ai voulu travailler d'abord en grand format. Et bon, je me suis un petit peu planté, si on peut dire. Et je suis venu petit à petit à des formats plus raisonnables, comme ceci, qui étaient des préparations à de grandes toiles, que je considérais comme des préparations à des grandes toiles. Mais en même temps, ces travaux-là, qui étaient assez, comment dirais-je, enfin, soutenus par Yvon Lebras, qui est un historien d'art, sont devenus des choses à part entière, si vous voulez. Donc, d'où cette exposition, là d'ailleurs, qui est la première en gouache que j'ai faite, qui continue, si vous voulez, cet esprit de la simplification à laquelle m'avait initié la gravure sur bois. Alors, le passage de la gravure, enfin de la gravure à la peinture, demande une espèce de réflexion, enfin pour moi ça a provoqué une certaine réflexion, dans le sens d'une problématique picturale, si vous voulez, quelque chose comme ça. Je ne me posais pas le problème de la problématique en gravure. C'est une chose, la gravure est venue, comme je disais, comme un art brut, si vous voulez, dans lequel je m'investissais d'une façon un peu naïve. Mais en peinture, comme j'avais étudié entre-temps un petit peu l'histoire de l'art et tout ça, les choses devenaient plus compliquées. C'est-à-dire qu'il fallait affirmer une problématique picturale, se situer un petit peu dans l'héritage de la peinture. Est-ce que ça sera de la narration? Est-ce que ça sera de l'illustration? Est-ce que c'est plus proche de la narration, plus proche de l'illustration, ou plus proche de la peinture-peinture, comme nous l'a appris Cézanne, par exemple, quelque chose comme ça. Eh bien, là, j'étais un peu perdu, c'est-à-dire que je ne savais pas trop par où prendre les choses. Je trouvais que la peinture, c'était une chose qui se faisait d'abord, enfin pour moi, avec la peinture des autres, c'est-à-dire avec ce que j'admirais en peinture. Donc il fallait que je parte comme ça de mon admiration dans la peinture. Qu'est-ce que j'admirais en peinture?
J'admirais beaucoup de choses en peinture, donc j'étais aussi un peu perdu de ce côté-là. J'admirais Jérôme Bosch, j'admirais Rubens, j'admirais Goya, j'admirais les surréalistes, j'admirais Bacon, j'admirais Rebérol. Comment m'orienter à partir de toutes ces admirations et qui finalement m'empêchaient peut-être d'être moi-même, non? Enfin, je me posais ce genre de questions. Mais j'étais persuadé que comment dirais-je, on ne pouvait trouver son chemin qu'en ayant digéré, en ayant, comment dire, oui, en ayant assumé, si vous voulez, la peinture des autres. Celle que j'aimais des autres, il fallait que je l'assume. Et ma vie de peintre s'annonçait donc dans une sorte d'hommage aux grands peintres que j'admirais. Il fallait que j'admette ça. Il me fallait cependant décider de sujets d'une manière nouvelle quand même, hein, pour aborder les sujets du passé, etc. Et ma foi, je me laissais aller quand même, la plupart du temps, à une sorte de plaisir de peindre, hein, qui prenait le dessus sans trop de réflexion. Et je me suis limité à un moment donné au plaisir de la gouache, toute simple, des petits formats en gouache, et encouragé justement par cet historien Yvon Lebras, qui voyait dans ces gouaches quelque chose d'inclassable. Il a longuement écrit sur ces gouaches, et il y voit quelque chose d'inclassable. Enfin, moi, je ne suis pas historien, je ne vois pas trop ce qu'il veut dire. Mais en ce qui concerne ces gouaches que vous avez devant les yeux, j'ai été orienté par la recherche d'une scène primitive, si vous voulez, quelque chose qui reste à la fois du passé des grands peintres, hein, dans ma mémoire d'artiste. Ce qui reste chez moi de plus fort, c'est peut-être des scènes primitives comme celle de Gauguin, de Gauguin, pourquoi pas, et surtout de Cézanne. De Cézanne avec les baigneuses de Cézanne dans ces dernières années. Cette recherche ce retour à la scène primitive était pour moi quelque chose de très important et quelque chose que ne pouvait pas ignorer la peinture, si vous voulez, si la peinture subsistait, quoi, si la peinture subsistait. Pour moi, la peinture abstraite n'avait pas au grand sens, hein. Elle en aura peut-être dans le futur, mais pour le moment, elle n'avait pas de grand sens. J'étais fidèle, si vous voulez, à la parole de Francis Bacon, qui disait que la peinture future sera une peinture figurative ou ne sera pas. Et j'étais tout à fait convaincu de ça. Donc c'était un rapport à cette scène primitive avec la représentation du corps, hein, qui me tourmentait le plus et qui m'inspirait le plus. Voilà. À la suite de ces peintures, j'ai eu la chance aussi de trouver du soutien dans certaines expositions, dans des musées, par exemple à Quimper, à Issoudun, à Soissons, musée de Soissons, Villeneuve-sur-Lot, etc. Ce qui m'a encouragé à continuer à travailler dans ce sens-là. Alors, plus précisément par rapport à ce qui est exposé là, il y a donc quelquefois des déclinaisons de certaines formes, par exemple celle-ci qui s'appelle Dans la main de King Kong, je crois, qui est déclinée dans plusieurs gravures. Ça fait partie de mon apprentissage, entre guillemets, puisqu'on apprend toujours finalement, hein, à partir d'une même forme pour travailler la couleur et trouver une image plus forte à chaque fois. Donc, un rapport donc à la série, quoi, hein, en déclinant une même forme. Un rapport à la relecture du passé. Hein, on trouve par exemple dans la peinture qui est dans cette gouache-là, on trouve un hommage à Rubens, hein, qui est l'enlèvement, un hommage à une peinture qui s'appelle L'enlèvement des filles de Leucippe par Castor et Pollux. Et
où là je reste proche dans la tension qui existe dans cette composition, je reste assez proche de Rubens, tout en brouillant les cartes et en transformant les corps. Il y a le corps d'un cheval, le corps des filles de Leucippe, etc. Il y a le corps de Castor et le corps de Pollux. Ceux-là sont devenus monstrueux, si vous voulez, sont transformés en hybrides ou quelque chose comme ça. Mais le but était toujours de faire travailler la mémoire que nous avons tous de ce genre de peinture baroque du passé pour faire de ce clin d'œil quelque chose de vivant, si vous voulez. Il y avait quelque chose comme ça. Alors il y a plusieurs peintures qui vont dans ce sens-là. Il y a aussi un hommage à Gréco, ici, derrière. Oui, un hommage à Gréco. Et puis, alors dans cette pièce, c'est la seule. Oui, un hommage également ici, dans la deuxième sur ce mur, à droite. C'est un hommage à Marcus Luperce, si l'on veut, qui est un peintre contemporain, qui lui faisait lui-même, dans les deux personnages, un hommage à David et à Courbet. Vous voyez, donc hommage sur hommage, relecture sur relecture. Et c'est ce travail de clin d'œil comme ça qui a commencé à faire partie un petit peu de mon travail, dans une sorte de dynamisme qui prenait sa source dans l'histoire de l'art et dans les hommages, si vous voulez. Alors, bien sûr, tout cela a été mêlé d'une certaine, vous le constatez, d'une certaine ironie, d'un certain rapport à l'insolite, d'un certain rapport à l'étrange, d'un rapport à l'étonnant, au merveilleux, au prodigieux, au monstrueux, quelque chose, donc beaucoup de choses qui finalement font, comme tout travail artistique, comment dire, une inspiration qui prend sa source dans le rêve apollinien, si vous voulez, à la fois dans le rêve apollinien et puis dans l'ivresse dionysiaque, si vous voulez. Il y a quelque chose comme ça. Et d'autres peintures un peu plus rigoureuses essayent de trouver, à partir de ce travail un peu violent, si vous voulez, essayent de trouver quelque chose qui a un rapport plus au pictogramme, si vous voulez, à la simplification. Enfin, là, il n'y en a peut-être pas ça peut être ça, si vous voulez, un rapport au pictogramme qu'on pourrait simplifier au maximum, on pourrait imaginer un travail. Alors, en gravure, c'est plus évident. Dans l'autre pièce, il y a ce même thème qui est traité en gravure et qui a plus un rapport au pictogramme que vous verrez tout à l'heure. Voilà, donc il y a toutes ces différentes orientations qui font que pour moi la peinture reste vivante puisqu'elle est toujours comme dans un processus, si vous voulez. Il n'y a pas d'affirmation de quelque chose de terminé, pas de certitude, si vous voulez, mais toujours dans une recherche. Donc ce travail peut être pris comme un processus. Bon, j'ai beaucoup parlé, peut-être un peu trop rapidement, et peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur avec votre aide maintenant, sur certaines choses plus particulières. C'est un travail de création, mais de création qui pourrait se nourrir d'une destruction aussi de la peinture, si vous voulez, quelque chose comme ça. Bon, je pense à Picasso, qui lui est un grand destructeur de la peinture, mais qui sur les ruines de la peinture, il crée une nouvelle peinture. Bon, j'ai pas l'ambition de Picasso, mais surtout à notre époque, si vous voulez, les cartes sont distribuées d'une autre façon, surtout à notre époque. Et la peinture aujourd'hui, n'a plus la même audience que du temps de Picasso. Et quelle est son audience? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Quelle est son audience à la peinture de nos jours, d'après vous? Alors, d'après moi, l'audience est beaucoup moins
moins définie, si vous voulez. Elle existe, mais elle est moins bien définie. Il y avait des écoles de peinture, le temps de Picasso, le cubisme, le surréalisme, etc. C'était relativement bien net. Aujourd'hui, tout le monde fait de la peinture. Et bien sûr, il y a beaucoup de mélange, si vous voulez. Enfin, c'est-à-dire que beaucoup de confusion possible. Il faut être très averti pour juger d'une peinture. Et alors, tout le monde se réclame, peut se réclamer, on peut se réclamer du surréalisme, d'un surréalisme vieillissant, on peut se réclamer d'un néo-impressionnisme vieillissant, on peut se réclamer d'un tas de choses comme ça. Et effectivement, la peinture aujourd'hui est pas du tout évidente. Moi, je peux vous citer certains peintres que j'aime aujourd'hui, par exemple Rebérol, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, Dado, par exemple, des peintres comme ça. Garouste à une certaine période également, donc il existe de la peinture véritable aujourd'hui, qui n'est pas ni du surréalisme, ni du néo-impressionnisme, qui est une peinture qui se définit autrement. Et c'est plutôt dans ces directions-là que j'aurais tendance à me ressourcer, si vous voulez, du côté d'une peinture de grands individus, si vous voulez, parce qu'après les écoles du début du XXe siècle, ce sont plutôt de grands individus peintres qui se sont démarqués, mais séparés les uns des autres plutôt. Et ce qui a le plus d'audience aujourd'hui, c'est plutôt l'installation, la vidéo, la photographie, mais beaucoup moins la peinture, qui est plus exigeante d'une certaine façon. Non, on va continuer, je ne veux absolument pas vous interrompre, mais simplement, je connais un professeur d'art plastique qui est peintre lui-même maintenant, qui travaille pour lui-même, et dit que le drame de notre époque, en ce qui concerne la peinture, c'est qu'il n'y a pas de nouveau courant qui a été inventé. Il n'y a plus rien, il n'y a pas ni surréalisme, ni cubisme, il n'y a plus rien. Personne n'invente plus rien. Et lui, il prétend que c'est le drame de notre époque pour la peinture. On peut prendre ça comme un drame, mais moi je pense que ça favorise aussi certains individus, certains développements d'individus, si vous voulez, d'individualité peintre. On n'est pas obligé d'être dans un courant. Lui, il n'y a pas dans un courant, Garouste non plus. Oui, parce qu'il dit, moi je ne défends pas, je suis tout à fait neutre en la matière, parce que je suis très ignorante. Mais je vous répète ce qu'il nous a dit, on est allé une fois au musée de Quimper, et il nous a dit, d'ailleurs c'était très intéressant parce qu'il avait beaucoup de choses à nous apprendre, et il dit que le problème de notre époque, c'est qu'il n'y a plus personne qui n'invente rien, ni, comme je disais, ni cubisme, ni surréalisme, ni fauvisme, ni nabi, ni rien, voilà. C'est-à-dire c'est difficile effectivement de se référer au passé aujourd'hui, parce que je pense d'abord que les peintres, beaucoup de peintres d'aujourd'hui sont des peintres dont on ne connaît pas en fait, parce qu'on ne leur permet pas d'exposer dans de bonnes conditions. Je crois qu'il y a de très bons artistes aujourd'hui, mais qu'on ne permet pas d'exposer dans de bonnes conditions, parce que l'argent, le marché de l'art est très important, et qu'on a besoin de vedettes, si vous voulez, avant tout. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui ont beaucoup de plaisir à travailler, et c'est plutôt en ces gens-là que je crois, moi. Des gens qui ont du plaisir à travailler, à inventer, à se développer, qui ne pensent pas trop, d'une façon, qui ne réfléchissent pas trop sur les courants, sur le sens de la peinture qu'ils font, mais qui le font. Mais par exemple, au début du cubisme, il n'y avait pas une école. C'était Picasso qui travaillait un peu avec Braque. Et au fur et à mesure, il y avait des idées qui se sont concrétisées. Par exemple, surréalisme, tous les grands mouvements n'étaient pas nés complètement développés. Il n'y avait pas de titre, surréalisme, c'était après. Oui, c'est dans ce sens-là alors qu'on peut regretter effectivement que les individus ne sont pas capables de fédérer quelque chose. Mais peut-être de ces jours, on va regarder les années 2015 en disant « Ah oui, il y avait un petit germe
à Quimper, quelques artistes qui commençaient à former quelque chose. Oui, Ce sont les historiens d'art, les critiques qui... Si, bien sûr. Oui. Après, ils disent, mais voilà, il y avait ça. Oui. Non, je pense au travail de Yvon Lebras, justement, un historien que je connais et qui défend le fait de ne pas prendre trop de recul. Enfin, il y a différentes sortes d'historiens. Il y a ceux qui attendent 50 ans avant de dire quelque chose sur ce qui s'est passé, et puis il y a ceux qui aiment bien s'immerger dans le présent. Lui, il est plutôt de cet acabit-là, il aime bien s'immerger dans le présent, et il travaille en ce moment, là, on est allé ensemble voir différents graveurs dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, qui sont restés des amis, si vous voulez. On est allé les voir à Paris, il les a enregistrés, on a discuté avec eux, on a regardé leur travail, etc. Et il a réfléchi également sur les livres de Michel Random sur l'art visionnaire, etc. Et il se pose la question, est-ce que cet art visionnaire est vraiment quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est vraiment un mouvement qui s'est passé dans les années 70 et il cherche donc dans ce sens-là. Effectivement, c'est quand même assez curieux qu'à cette époque-là, différents artistes ont fait le même travail en même temps sans se connaître. Et après, ils se sont connus, ils ont continué, si vous voulez. Bon, c'est une petite chose sans doute par rapport au surréalisme et par rapport au cubisme, mais c'est peut-être aussi, oui, il y a quand même des fédérations qui peuvent se faire. Donc on a ce petit exemple des années 70-80 où quelque chose s'est passé et qui a été reconnu d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps par un grand musée allemand qui a fait un beau livre sur les visionnaires de Paris et qui a fait une très belle exposition sur les gravures de l'art visionnaire. Bon, moi j'ai cet exemple, il y en a certainement beaucoup d'autres. Alors, on ne le sait pas, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais probablement que dans quelques années, on osera dire, dans les années 90-2000, il s'est passé ça, on n'en parlait pas tellement à cette époque-là, mais on peut maintenant vous montrer ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas à désespérer, si vous voulez, des choses artistiques, puisque finalement, le retour des choses se fait par la vie des individus, souvent. Elle ne se fait pas forcément, c'est pas forcément la technique ou le marché qui décide dans les échéances à long terme. C'est plutôt la vie elle-même, le retour de la vie, quoi. Et je pense qu'il y a un plaisir à peindre chez certains individus qui a le pouvoir, un pouvoir fédérateur comme ça qui aura sans doute une influence à plus ou moins long terme. Quand vous avez travaillé dans les années 80 et 70, est-ce que c'était le fait que vous étiez associé avec ces autres gravures qui vous a poussé donc non, c'est-à-dire d'une certaine façon c'est les deux, parce que j'ai commencé sans connaître personne. Quand je me suis inscrit au cours de Jean Delpech à Montparnasse, à l'atelier de Montparnasse, les cours du soir, je ne connaissais aucun graveur, donc je suis allé pour apprendre la gravure. Et j'ai commencé à graver sans fréquenter et sans voir d'autres gravures. J'ai commencé à graver, donc il y avait un fond personnel, si vous voulez, une espèce de tourment personnel qui m'a poussé à graver. Et ce tourment s'est enrichi, si on peut parler d'enrichir un tourment, enfin je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui s'est développé au contact, après, d'autres graveurs ou des expositions que j'ai vues, etc. Et tout ça s'est nourri petit à petit. Et je me suis rendu compte que finalement, les autres graveurs avaient commencé de la même façon, d'une façon isolée, et qu'il y avait des points communs entre ces graveurs-là. Alors à ce moment-là, il y a un groupe qu'on peut dire qui s'est formé, et qui a exposé dans les mêmes conditions, enfin dans de bonnes conditions, surtout à la galerie Michel Broutat, et que quelque chose s'est un peu développé comme ça, par amitié surtout, c'était des rencontres amicales.
Et c'était des rencontres amicales, c'était aussi un suivi par des collectionneurs amateurs et par des expositions dans différentes galeries. Donc il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait aussi beaucoup de collectionneurs américains qui venaient à Paris à cette époque-là. Après la crise du pétrole, tout ça a disparu pratiquement. Michel, peut-on avoir des explications concernant ce tableau et la croix qu'il y a dans le bas? Oui. C'est Toby, non? C'est pas Toby qui dans le bas de ce tableau et que l'on retrouve ici. Les explications, j'essaie de les donner après coup. C'est-à-dire la peinture est venue comme ça, même la croix et le cercle, comme quelque chose, comme une ombre portée, si vous voulez, hein, des deux personnages qui sont comme en lévitation. Et cette ombre portée, ça met le symbolisme de l'ombre portée a été spontané, si vous voulez. Hein, il n'a pas du tout été réfléchi. Donc j'ai mis un cercle et j'ai mis une croix sans penser à quoi que ce soit. Alors après, étant donné qu'il y a un ange d'un côté et puis un autre personnage de l'autre, on peut se poser des questions, mais ces questions-là nous ouvrent sur quelque chose, mais nous enferment pas dans quelque chose. Alors voilà, c'est le but de la peinture, hein, c'est d'ouvrir le mental, quoi. Si on part d'une idée ou si on part de quelque chose de rationnel, on ne peut pas faire de peinture. Si on a au départ une volonté de faire un tableau, on ne peut pas le faire, le tableau. Ce n'est pas la volonté qui décide, c'est le plaisir de peindre, une fois qu'on est immergé dans la peinture, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas défini, enfin qui n'est pas forcément racontable, si vous voulez, sur lequel on ne peut pas mettre forcément des mots précis. C'est justement parce qu'on ne peut pas y mettre des mots précis que la peinture existe. Si on pouvait préciser la peinture avec des mots, ou enfermer la peinture dans des mots, il n'y aurait pas de peinture. Alors après, la peinture fait parler, par contre. Hein. La peinture nous ouvre sur un discours. Mais le discours que vous allez avoir ne sera pas le même que le mien. Et c'est la richesse de la peinture, ça. La croix se retrouve sur différents tableaux. Sur la Vierge ouvrante. La Vierge ouvrante, il y a la croix également. Oui. Alors, la Vierge ouvrante, il y a une petite histoire là, de la Vierge ouvrante, qui est déclinée également dans plusieurs peintures. C'est Yvon Lebras organise ce qu'il appelle des exercices d'admiration au musée de Quimper. Il m'avait demandé d'y participer. Alors, l'exercice d'admiration, ça consiste pour un artiste à choisir deux ou trois tableaux au musée de Quimper. Il est accompagné d'un poète qui choisit aussi des tableaux, et on parle devant le public un dimanche après-midi, et on parle donc des tableaux que l'on aime. Voilà. Alors, j'avais pris comme tableau une petite Vierge à l'enfant, plutôt c'était une Sainte Famille italienne, d'une peinture italienne de la Renaissance, que j'aimais bien, une peinture très élaborée. Et je me suis dit, mais pourquoi j'aime cette peinture, hein? Qu'est-ce que ça a aujourd'hui, quel sens ça a d'aimer une peinture comme ça? Ça n'a pas de sens finalement. C'est une peinture qui a une relation avec la religion. Je ne suis pas chrétien, enfin disons que je ne suis pas croyant plutôt. Et voilà, alors j'aime cette peinture. Maintenant, il faut que je dise pourquoi je l'aime, et il faut que dire pourquoi je l'aime, finalement, ça, pour moi, c'était faire de la peinture avec. Voilà, ça n'avait pas d'autre sens que faire de la peinture avec. Donc, dans mon discours, j'accompagnais mon discours de gouache, comme ça, ou d'essais de peinture, pour voir comment je peux utiliser ou recycler cette image, si vous voulez, dans mon monde à moi aujourd'hui. Voilà. C'est un petit peu ça. Merci d'être venu.